Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce tout dernier rendez-vous de Politique.Guyane et ce, juste avant le premier tour de l'élection de la CTG. Nadine, bonsoir. 4 invités ce soir et non des moindres. Bonsoir José, effectivement une belle affiche, on va dire, avec nous ce soir, 4 invités et honneur aux dames. On va commencer par présenter Madame Lynn Létard que nous recevons. Bonsoir Madame. Bonsoir. Alors vous êtes la tête de la liste Guyane de toutes nos forces, liste d'Alliance Walloirie, Guyane Écologie et APC. C'est exact. Nous accueillons également Chantal Berthelot. Vous êtes tête de la liste Cultiver la Guyane, une liste d'union PSG à Gègue, c'est bien ça. Bonsoir Monsieur Louis Saint-Nicolas, Madame Félix. Bonsoir Madame Berthelot. Et chers concurrents, amis, bonsoir à tous. Bien, aux côtés de Madame Berthelot, nous avons Rodolphe Alexandre. Bonsoir Monsieur Alexandre. Bonsoir Madame Félix, Alors, Monsieur Charles-Nicolas. Vous êtes à la tête de la liste Un territoire, une collectivité, un destin, la liste de Guyane Rassemblement. Tout à fait. Enfin, Alain Tianilong, bonsoir. Vous conduisez la liste pour une Guyane audacieuse. Bonsoir, c'est exact. Alors, mesdames, messieurs, on va dire d'abord merci d'avoir accepté cette dernière avant le premier tour. On sait que vous êtes très, très occupés lorsqu'il s'agit de la dernière ligne droite sur le terrain. Mais vous avez accepté de prendre un peu du temps du terrain pour venir parler aux téléspectateurs. Au cours de cette campagne, nous avons entendu beaucoup de choses, beaucoup de propositions pour notre pays dans des domaines prioritaires que sont le développement économique, l'emploi, l'aide aux entreprises, le développement également des infrastructures et même la sécurité. Reste un problème non résolu, c'est les budgets. Il s'agit des budgets de la CTG, du budget de la CTG. Personne, alors qu'il est a priori, n'est véritablement en mesure de dire quelles seront les dettes que devra gérer la CTG et quelles sont les dettes que laissent l'une et l'autre des collectivités. Alors, messieurs, mesdames, vous qui briguez la haute responsabilité, la responsabilité suprême au sein de la future collectivité territoriale de la Guyane, êtes-vous ce soir en mesure et de façon précise d'annoncer la marge de manœuvre financière, je dis bien financière réelle, dont vous disposerez en tant que patron de l'exécutif? Qui prend? Je peux commencer. Allez-y, En ce qui concerne le Conseil général, je l'ai toujours rappelé, nous nous sommes battus depuis pas mal d'années pour que les charges transférées soient compensées. Aujourd'hui, l'encours au-delà d'être au Conseil général est de l'ordre de 53 millions d'euros sur un budget de l'ordre de 431 millions d'euros, ce qui représente un peu plus de 14% du budget. Ceci étant dit, le rapport de la Cour des comptes rappelle que le département de la Guyane est peu endetté au vu de la population et de ses charges. Et je rappelle que des données de Bercy dernièrement, notamment, ce sont des données au 31 décembre 2014, rappellent que le département de la Guyane fait partie des 3 départements les moins endettés de France, après l'Indre et l'Ariège. Donc aujourd'hui, je peux vous confirmer que l'encours La question de porte dette... sur la future CTG, monsieur Non, Thibault. mais vous me parlez de la dette actuelle. Oui. Vous me parlez de la dette... C'est la dette que vous apportez dans la corbeille de la mariée. De toute façon, qui sera le passif de la CTG. Voilà. Ce que nous avons aujourd'hui va être versé au sein de la CTG. Voilà. Donc moi, je vous dis, pour le Conseil général, voici l'encours de la dette au moment où je vous parle, à la veille de la... Donc le budget de la CTG, moins 53 millions. Non, c'est pas moins 53 millions, c'est 53 millions d'emprunts qui sont appelés à être remboursés sur des annuités sur pas mal d'années. C'est de ça que je parle. Madame Létard, juste à côté de vous. Bien, moi, je crois que la question de la dette doit être laissée aux exécutifs sortants. Moi, je ne suis pas dans une logique... Mais vous devrez la gérer si vous êtes président. Absolument, mais je vais la gérer d'abord en faisant en sorte de créer surtout des ressources nouvelles et dans l'objectif justement de ne pas endetter les Guyanais. Les exécutifs sortants sont responsables de cette dette. Moi, j'entends Monsieur Tianilong en parler et dire de manière assez peu précise en combien d'annuités cette dette devra être gérée, devra être remboursée. En ce qui me concerne, quand je viendrai aux affaires, eh bien, j'aurai toute transparence sur cette dette qui, en fonction des déclarations, varie ou ne sont pas précises. Mais l'objectif est de créer des ressources nouvelles et surtout de ne pas endetter la population guyanaise. Dans les ressources nouvelles, on va y revenir tout à l'heure. Madame Berthelot, non, ça vous n'êtes pas décidé. Monsieur Tianilong, monsieur Alexandre, excusez-moi. Excusez-moi. Bon, Allez, trop d'amabilité. Monsieur Alexandre, allez-y. donc, si Madame Berthelot le souhaite, je pourrais donc... Je prends la parole et je prends après. En fait, je pense qu'il faut d'abord poser le préalable.
Le budget de la CTG, c'est déjà les 430 millions du département, les 200 millions, j'arrondis, de la région, auxquels il faut ajouter les 730 millions des fonds européens, qui d'ailleurs vient d'être augmenté, puisque pas plus tard que hier, nous avons reçu donc les directives européennes de la Commission, qui nous certifient que nous aurons donc 7 millions supplémentaires dans le cadre de la pêche et l'aquaculture, auxquels vous devez rajouter les 400 millions des contrats de plan. Et à cela, vous devez conjuguer l'annexe au contrat de plan sur les fonds entre le CNES et la région de 26 millions. Ça veut dire qu'en fait, la CTG aura un budget de près de 1,3 milliard. La question essentielle maintenant, c'est de savoir quels sont les encours, les annuités, les intérêts en matière à la fois du département et de la région. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons préparé le moule, l'architecture de la future collectivité. Et dans ce sens, nous avons fait deux emprunts. Un emprunt à la Caisse des dépôts de 25 millions et un emprunt à l'AFD de 10 millions. Ceci pour permettre justement de répondre au déficit du Conseil général qui, pour nous, demeure réel. Il demeure réel par rapport, d'une part, à la CACL, où il y a 32 millions de dettes pour 2015, en y rajoutant 9 millions pour 2016. Il demeure réel par rapport au RSA sur les 24 millions qui donc sont les premiers éléments de la dette. Excusez-moi de vous interrompre, vous additionnez le budget ou le déficit de la CACL à celui du Conseil général? Non, j'additionne la dette du Conseil général à la CACL. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je souhaite que mon collègue Tian Long apporte aujourd'hui une vérité sur son budget. Il y a une dette masquée. Parce que je vais vous communiquer le rapport de Calia qu'il a eu, que nos services ont eu, qui démontre qu'effectivement, aujourd'hui, les comptes ne sont pas satisfaits. Alors, petite précision, le rapport Calia, c'est un rapport qui a été mandaté par la préfecture en 2014. Voilà. Hein. Donc, étude remise à monsieur le préfet, et non pas, comme l'a dit monsieur Tian Long, la Cour des comptes, mais la Chambre régionale des comptes, et qui démontre qu'il y a donc un déficit apparent au niveau du Conseil général. Mais qu'importe, parce que nous avons préparé le moule. Ça veut dire que les emprunts que nous avons faits permettront de payer le personnel, de payer les fournisseurs et donc de répondre dans les premières années à la difficulté budgétaire que nous avons. Avant d'aller plus loin, Madame Berthelot, nous aimerions vous entendre là-dessus. Écoutez, sur les histoires de chiffres, vous voyez bien que personne ne peut dire au jour d'aujourd'hui C'est le préambule. quelle est On a du mal à la revenir, situation les chiffres. financière exacte que la CTG va devoir gérer. Quand on accumule déficit, recettes, contrat de plan État-région, fonds européens, ça fait 1 milliard, mais pour le téléspectateur ou pour... C'est un peu de l'enfumage. Non, c'est concret. C'est de l'enfumage. Pourquoi? Parce qu'effectivement, concrètement, il y a d'abord un budget, recettes et dépenses des deux collectivités. Ça, c'est clair, c'est budget de fonctionnement et d'investissement. Là, moi, je dis tout simplement, comme on n'a pas les chiffres réels, il y aura un audit qui devrait être fait pour savoir exactement quelle est la situation que nous allons hériter. Bien. Mais là, mauvais. Je crois qu'il faut dire la vérité aux gens, c'est de dire quelle est la situation réelle qu'on va avoir pour la CTG demain. C'était ça la question. Alors, je suis d'accord avec madame. Pour ça, je vous dis qu'effectivement, à ce moment-là, un audit devra nous donner la situation réelle à laquelle nous allons hériter. Rien n'empêchera, et c'est une réalité aussi, que les deux contractualisations sur le contrat de plan État-région et les fonds européens, je devrais les assumer pour que justement l'activité économique s'enclenche le plus vite possible. Et là, c'est une contractualisation, il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais la situation réelle des deux, pour la CTG, pour l'instant, moi je dis que nous dites, nous donnera exactement le chiffre réel, et en toute transparence, à ce moment-là, la situation sera connue par le Madame Létard d'abord. Oui, alors moi j'interviens à nouveau sur ces 500 ou 600 millions d'euros de fonds européens qui sont de manière systématique rajoutés au budget global de la future CTG. J'ai le regret de vous dire que, et je l'ai dit à maintes reprises à monsieur Alexandre en assemblée plénière, que ces 500 millions d'euros ne sont pas directement dans les caisses de la CTG. Ce sera faut être en mesure de les mobiliser. Voilà, en fonction de projets et d'être en mesure surtout de les mobiliser. Et il faut avoir un discours honnête et franc, parce que nous sommes entendus par tous. Et l'État a tant et si bien entendu que nous avions déjà 500 millions d'euros dans les caisses de la future CTG, que l'État n'a pas pris d'engagement fort au niveau financier et au niveau notamment du contrat plan État-région. Donc je dis de faire attention aux déclarations qui nous font du tort, au final. Alain Tagnon. Je voudrais relever un certain nombre de contre-vérités, livrées par le président de région. Et je complète effectivement ce qu'a dit Madame Létard. Aujourd'hui, les chiffres que j'avance, vous pouvez les... Ce sont des chiffres officiels.
Les données que je vous donne sur les 3 départements les moins endettés de France, ce sont des données de Bercy. En tout cas, lorsque le président de région dit que nous avons un déficit, ce n'est pas sur le Conseil général que le journal Capital a titré le 10 novembre que le Conseil régional, donc le plus mal géré de France, est celui de la Guyane. Ce n'est pas sur le Conseil. Le deuxième. Ce n'est pas sur le Conseil général que le journal Capital a titré que donc la région distribue des subventions à la tête du client. Et ça, ce sont des faits concrets, ce sont des faits que vous pouvez constater. Lorsqu'on fait un emprunt, ce n'est pas pour fonctionner, c'est pour investir. S'agissant de la CACL, nous avons provisionné, puisque nous avons un contentieux, effectivement, sur le transfert du transport, s'agissant du périmètre de la CACL, puisque monsieur le président de région était président de la CACL à l'époque, et effectivement, ce contentieux court. L'affaire est donc devant la juridiction, et il appartiendra à un moment donné à cette juridiction de trancher. Donc aujourd'hui, je confirme qu'effectivement, nous avons provisionné 3 fois 9 millions d'euros, et que dès lors que la juridiction va trancher, nous allons pouvoir verser cette somme à la CACL. Donc telles sont les contre-vérités que je voulais rectifier. Oui, monsieur Alexandre. Je crois qu'il faut être sérieux et il faut dire à la population les vérités. Aujourd'hui, l'étude que je vais vous laisser est une étude payée par la préfecture. Le rapport Calia. Le rapport Calia. Cette étude est sortie exactement en février 2014. Et moi, j'ai fait un courrier en assumant mes responsabilités. J'ai fait un courrier le 4 janvier 2013, aussi bien à mon collègue qu'à l'État qu'aux parlementaires. L'Élysée m'a répondu, un parlementaire m'a répondu, Georges Patient. Et ce courrier visait à alerter sur la situation grave du Conseil général. Les charges salariales du Conseil général ont augmenté en 5 ans de 20 millions. La dette sociale est de 10 millions. Et si maintenant on fait les reports sur la dette vis-à-vis de la CACL de 32 millions, mais en rajoutant les 9 millions pour 2016, nous partons pratiquement avec un déficit de moins 57 millions. Mais je tiens à rassurer la population, parce qu'il s'avère que nous, de notre côté, nous avons gardé une capacité d'autofinancement de 18 millions, auquel vous rajoutez un fonds de roulement de 26 millions, auquel vous complétez par les 2 emprunts, qui fait que la CTG pourra fonctionner. Vous avez également moins de dépenses de fonctionnement. Et quant à la question soulevée par M. Tienlon concernant Capital, il faut être sérieux. C'est une revue qui n'a pas fait de ratio sur la population, mais a fait un ratio sur le foyer fiscal. Or, en Guyane, 72% des personnes, des habitants ne sont pas recouverts sur le plan fiscal. Parallèlement à cela, dans le calcul qui a été fait, on n'a pas compté que les agents des collectivités bénéficient de 40% de vie chère. Et troisième élément, le terme de subvention, c'est le terme juridique. Ça veut dire les contreparties qui sont mises par rapport au contrat de plan et par rapport aux fonds européens. Donc nous sommes totalement dédouanés de cet article. Mais tant sur le plan juridique que sur le plan économique et financier. Je peux vous garantir que cet article a été fait en plus. C'est que dans l'article, il est bien prouvé que la région a un taux d'endettement largement inférieur à l'ensemble des régions de France. Donc je crois que certains, non seulement l'ont mal lu, une farandole de chiffres. Moi je veux dire, juste un propos quand même. Monsieur Tienlon a effectivement cité cet article, mais un point important de cet article qu'il importe donc de citer, c'est quand même au-delà, monsieur Alexandre, de toutes les explications savantes que vous voulez nous faire avaler, de vous faire avaler. Ne commencez pas à vous énerver. Il y a ce point qui a été mis en avant, qui est votre gestion clientéliste des subventions et des fonds, et des fonds publics. Non seulement j'ose, mais j'affirme. J'affirme parce que sans vouloir, vous êtes tellement prévisible dans vos pseudo-attaques, mais sans vouloir, monsieur. Si, mais et puis essayons d'élever le débat, si vous voulez. Alors moi, je vous dis, cette gestion clientéliste qui m'a fait, moi, quand j'ai préparé mon programme avec mon équipe, repenser effectivement la gouvernance. Là aussi, vous parlez de Kourou, on peut en discuter si vous voulez, ça ne me pose pas de difficulté aucune. Ce que vous avez tenté de créer à Kourou, c'est-à-dire ce déficit organisé, va vous retomber dessus, et pas plus tard qu'à partir du 6 novembre. Nous sommes en procédure judiciaire, vous le savez, nous avons déposé un référé pour annuler toutes ces délibérations qui ont été prises à l'encontre de la population de Kourou. C'est une information. De la population de Kourou. Juste pour vous dire quand même, cette gestion clientéliste
qui vous est reproché aujourd'hui dans ce magazine, qui est quand même un magazine sérieux, avouez-le quand même. Un magazine d'extrême droite. Oh bon, écoutez, ça c'est vous qui le dites. Laissez-moi vous dire et aller jusqu'au bout de mon propos, si vous permettez. Quand même, vous avez la mémoire un peu sélective. Nous vous avons attrapé pratiquement la main au collet sur des distributions de subventions au sein de la commission permanente qui manquaient de transparence et qui pouvaient s'apparenter au clientélisme, monsieur Alexandre. Oui, les 300 000 euros que vous avez accordés à la fille d'un de vos vice-présidents, ça s'apparente à du clientélisme parce que ça manque de transparence. Et puis dernièrement encore, et je l'ai dit ici même sur ce plateau, me semble-t-il, alors que vous êtes en tractation avec monsieur Léon Bertrand sur Saint-Laurent-du-Maroni, ne voilà-t-il pas qu'en pleine commission permanente arrive ce dossier avec 300 000 euros de plus rajoutés à la mise en œuvre, à la construction d'une maison de quartier. Donc oui, votre gestion, monsieur Alexandre, est clientéliste. Je ne suis pas la seule à la voir. Oui, parce que voilà, vous n'avez pas pouvoir monopoliser la parole. Monsieur Tchaniong a réagi à cela. Je vous demande de répondre là-dessus. Répondez. Que quand on avance qu'on a un autofinancement et des réserves de 18 millions d'euros, et qu'un lycée coûte à peu près 40 millions d'euros, ce n'est pas bien géré ça. C'est tout simplement qu'on n'a rien fait parce qu'aucun lycée n'a été construit. Je confirme effectivement que le journal Capital est un journal sérieux. Et ce n'est pas sur le Conseil général qu'on a titré et qu'on distribue des subventions à la tête 10 clients. Donc ça, je voudrais que le président de région, s'il considère que ce que je dis là n'est pas sérieux, eh bien, lui aussi, ce qu'il dit n'est pas sérieux, tout simplement. Non, alors, Une dernière réponse, et puis on va essayer d'avancer. Si vous voulez bien, on avance. Alors, très rapidement. Oui, parce que je pense qu'on n'a pas écouté. Parce que lorsque je vous dis qu'une analyse économique est faite sur un ratio de foyer fiscal, soyons très clairs, en Guyane, il n'y a que 27% de population qui paye les impôts. Lorsqu'on calcule les subventions, alors je suis fort aise de pouvoir m'exprimer devant les chefs d'entreprise, associations, mouvements culturels ou autres qui bénéficient de ces subventions. Parce que c'est grâce à cela, justement, qu'on a pu atténuer la crise. C'est grâce à cela qu'on a pu créer, justement, un cycle économique. Parce que je rappelle que la Guyane est quand même le seul territoire d'outre-mer à avoir bénéficié d'une croissance économique, malgré la crise, malgré le chômage et malgré la précarité. Chantal Berthelot. On peut y revenir là-dessus. Juste rappeler que concernant tous ces débats sur les deux exécutifs et sur les chiffres, encore une fois, un audit pourra clarifier les choses, voir complètement la situation réelle qui sera héritée dans cette CTG. Mais Madame Vulot, deuxièmement, la gouvernance doit être établie sur une charte éthique. Parce que quand on voit ces débats, que peut penser la population? C'est pas clair, il y a des conflits d'intérêts, ça va pas. La gouvernance sur une base avec une charte d'éthique. Pour vraiment rappeler là-dessus qu'effectivement, l'argent public doit être géré. Est-il besoin d'une charte d'éthique pour rappeler cela? Je rappelle que ça ne fait pas partie tout simplement de la façon dont on devrait... Oui, voilà, il n'y a pas de souci. Mais dans la gestion de la CTG, on devra de plus en plus avoir de la transparence pour le public. Justement, dans le cadre de la CTG... Beaucoup plus la transparence. Alors, dans le cadre de la CTG, on a parlé des bilans. Forcément, la question posée nous ramenait au bilan. Mais maintenant qu'on aura une situation, après audit peut-être, on aura une situation réelle, comment comptez-vous gérer et revenir à l'équilibre? Est-ce qu'il s'agira de réduire sur la masse salariale? Est-ce qu'il s'agira de réduire sur les dépenses de fonctionnement? Parce que vous allez hériter de ces dépenses de fonctionnement-là des deux collectivités, ou sur d'autres types d'investissements. Comment est-ce que vous pensez revenir à l'équilibre? Le plus rapidement possible, puisqu'il y a urgence. Eh bien, si vous permettez, je peux commencer. Il va y avoir ce qu'on appelle les dépenses obligatoires. Donc, il va y avoir les 133 millions du RSA. Il va y avoir la masse salariale qui va se chiffrer à peu près à 130 millions, en sachant qu'il n'y a que 27 millions impartis pour les anciens agents de la collectivité régionale. Je mets de côté la partie concernant le personnel du pôle européen, puisque cela est remboursé par les fonds européens. Il va y avoir tout ce qui est du centre médico-sociaux qui relevait avant du département pour environ 20 millions. Il va y avoir l'allocation personnalisée pour environ 7 millions, les personnes âgées pour 4 millions, et puis il va falloir, mettre en place ce qu'on appelle les charges courantes. Ça veut dire que sur les 630 millions, il va y avoir pratiquement 480 millions qui vont être en masse obligatoire. Donc nécessairement, il faudra avoir une stratégie à la fois d'emprunt et à la fois de nouvelles recettes. Et c'est là que peut-être nous allons en débattre avec l'État sur le pacte d'avenir. C'est là qu'on doit débattre sur le domaine privé de l'État qui doit payer aujourd'hui le foncier non bâti.
C'est là qu'on doit revoir avec les maires la question d'octroi de mer des 27 millions. Ça veut dire que ce ne sera pas une modature très simple. Ça veut dire, M. Alexandre, que vous allez miser sur les nouvelles recettes sans essayer de réduire peut-être sur d'autres lignes budgétaires préexistantes? Ça va être discuté, ça va être largement discuté. Mais en tout cas, je vous propose, moi, et je parle aux téléspectateurs, aux acteurs, aux électrices, nous, on a une stratégie pour profiler cette collectivité. C'est un choix qu'on a fait, nous la voulions, aujourd'hui nous devons assumer. Et en l'assumant, sur les 630 millions, je vous dis à peu près 430 millions en masse obligatoire. Tout le reste sera lié sur les nouvelles Comment comptez-vous revenir à l'équilibre? Oui, donc nous avons deux voies à exploiter. C'est celle qui consiste à réclamer à l'État la compensation des charges transférées. C'est un combat que nous avons mené à travers une question prioritaire de constitutionnalité. Et puis bien sûr, ce que nous proposons dans notre projet. Nous avons un axe qui concerne l'économie et nous optons pour une nouvelle gouvernance au service du développement et au service de l'action sociale. Cet axe que nous prenons tente à faire en sorte à ce que cette collectivité ait des recettes nouvelles. Aucune possibilité de recettes nouvelles s'il n'y a pas des activités nouvelles. Donc ce que nous proposons, nous, c'est que la Guyane soit en zone franche totale. Je me rappelle que la zone Galmo, lorsqu'elle a été créée... Une zone franche sur l'ensemble de la Guyane. Sur l'ensemble de la Guyane, c'est le seul moyen d'attirer des capitaux et de permettre aux opérateurs de pouvoir se développer et animer leur activité sans qu'il y ait cette contrainte de charges qui pèse. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation où, justement, dans la mesure où il n'y a pas d'emplois créés, c'est 3 000 chômeurs par an. 3 000 par an. 23 157 chômeurs, 23 000 bénéficiaires du RSA. Ce qui veut dire que pratiquement tous les chômeurs sont au RSA. Ce qui veut dire que quand on arrive au RSA, on a déjà 25 ans. C'est que rien n'a été fait avant en termes de formation et en termes d'emploi. En tout cas, réclamer à l'État le remboursement des charges, des missions transférées, n'est-ce pas un vœu pieux face Non, ce n'est pas un vœu pieux. Qui se désengage de plus en plus. Non, ce n'est pas un vœu pieux. Et qui l'affirme haut et fort. Non, parce qu'il appartient à la puissance publique de pouvoir accompagner les politiques publiques. Et lorsque nous disons ça, il y a des choix que la France va devoir faire. Je l'ai répété à maintes fois au préfet et au gouvernement, la France a tout intérêt à garantir son positionnement géopolitique et géostratégique dans cette région en assurant la cohésion de ce pays. C'est un objectif que j'ai et la France partenaire devra nous accompagner. Donc lorsque nous serons là, si Dieu le veut, nous allons demander à l'État de signer les accords du développement de ce pays avec nous et de jeter les bases des éléments qu'il faudra lever en termes de contraintes réglementaires, en termes de contraintes matérielles et autres pour faire avancer ce pays. Aujourd'hui, nous sommes face à une fatalité. Je ne crois pas, non. Camopi ne peut pas se développer. Pourquoi? Deux obstacles. L'arrêté 270 qui mine tout développement et le parc amazonien qui prive le maire de toute autorité sur l'aménagement de son territoire. Ce sont des éléments qui ne sont pas des éléments qui relèvent d'une fatalité. Il suffit qu'il y ait de la volonté. Madame Létard, vous paraissez dubitative. Monsieur Alexandre. Ça, c'est vous qui le dites, monsieur Charles-Nicolas. Vous affichez un sourire, en tout cas. J'affiche un sourire parce que je suis parfaitement sereine, à l'aise et heureuse d'être ce soir à devoir exposer mon projet. Alors moi, je veux bien entendre cette litanie qui consiste à demander encore et encore à l'État, à réclamer à l'État. Bon, l'État a fait un point dès 2009 et l'État nous a dit à tous, et le gouvernement Sarkozy, par le biais du Premier ministre, M. Fillon, dès 2009, qu'il y aurait réduction des dotations globales. Bon, donc ce n'est pas une nouveauté. L'État, tenu par son pacte de stabilité européen, doit 15 milliards d'euros faire des économies sur 10 ans. Bon, alors il faut amorcer, c'est en cela que je crois que nous sommes différents dans notre façon de procéder. Il faut amorcer et changer de braquet. Il faut aller chercher les nouvelles ressources. Les nouvelles ressources en positionnant effectivement cette CDG comme opérateur économique, en créant nos SEM locales dont je parle régulièrement et à décliner dans les domaines porteurs, l'orifère, la biodiversité sur notre territoire. Et puis derrière, je crois qu'il faut avoir le courage, et là je profite de la présence de Madame Berthelot pour lui dire qu'elle a quelques responsabilités dans cet octroi de mer tel qu'il a été décliné, pensé pour la Guyane, de dire que voilà, nous devons absolument trouver un moyen de récupérer ces 4 millions d'euros que nous
que nous perdons dans le cadre du marché unique antillais-guyanais, et puis qu'il faut aussi taxer d'autres espaces, sans vouloir jouer de mots. Mais là aussi, sur comment dirais-je, le CNES, par exemple, les activités spatiales, là aussi, il faut demander qu'il y ait la CET qui soit aussi acquittée par le CNES. Ariane Espace qui ne paye pas ses satellites commerciaux. Demandez, oui, comment obtenir ? Ce sont des poches. Bien, je me suis adressée aux parlementaires ici présents, à Madame Berthelot, mais derrière, il y a aussi ce congrès des élus où les parlementaires sont là et où les élus de la CTG devront faire preuve. Je parle souvent de posture, de courage politique. Là aussi, c'est un combat à mener à la fois avec l'État, mais aussi au niveau européen. Les niches de nouvelles ressources sont également à prendre à ce niveau-là. Il faut de nouvelles ressources pour ce territoire. Ces fameuses ressources que l'on qualifie d'endogènes. Endogènes pour ce qui concerne l'or, etc. Et puis sur l'octroi de mer, des ressources qu'il faut nécessairement récupérer là où elles sont. En tout cas, certains experts préconisent tout simplement, vous l'aviez plus ou moins évoqué tout à l'heure, de nouvelles ressources fiscales, par exemple. Également, vous avez raison. Et personne n'en parle. Il faut élargir l'assiette fiscale. La base fiscale, absolument. Mais monsieur Charles-Nicolas, juste peut-être lui répondre, Madame Berthelot, ou bien... Je ne m'adresse pas à vous, Madame Letard, je m'adresse aux journalistes. D'accord, écoutez, allez-y, répondez. Allez-y, pas de problème. Beaucoup de choses ont été dites. La première, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a effectivement la gestion et les compétences que la CTG devra avoir. On a parlé donc du budget et des deux contractualisations CPER et fonds européens. Je rappelle sur ces deux fonds, le gouvernement a pris l'ampleur des difficultés de la Guyane et on a un contrat de plan État-région qui a augmenté de par moins de 30%. Et sur les fonds européens, la dotation de l'Europe a également augmenté de manière substantielle également. Donc là, on a bien une réponse de l'État sur l'accompagnement de la Guyane. En tant que parlementaire, l'État, lorsque, en octobre ou novembre 2013, nous avons abordé le budget d'outre-mer, j'ai dit au gouvernement que ce n'est pas avec le budget tel qu'il nous le présentait que ça va répondre aux défis de la Guyane. Donc en décembre 2013, cette idée que j'ai demandée et qui a été actée par le ministre de l'Outre-mer a été reprise par le président de la République, de faire un pacte d'avenir en décembre 2013. Ce pacte d'avenir, pendant 2 ans, c'est vrai que ça prend du temps, donc taxe. Mais pendant 2 ans, il y a eu consultation des sociopros, des exécutifs, qui ont fait des propositions. Et moi, en tant que parlementaire, j'ai effectivement travaillé avec les différents ministères pour faire des propositions qui sont là. C'est-à-dire comment l'État dit, et le Premier ministre l'a rappelé il y a quelques jours, l'État doit accompagner cette croissance exceptionnelle de la Guyane, surtout dans ses champs de compétences. Construction scolaire, un effort substantiel d'être fait par l'État, sur tout ce qui est infrastructure, remise à niveau des routes, sur tout ce qui est, grosse opération pour les logements, etc. Donc, un parc d'avenir, qui serait à hauteur de 3 milliards d'euros sur les 15 ans à venir. Ou 4,3,5, on est à 3,5. Et ça, c'est important. Ça, c'est mon travail de parlementaire et je l'assume très fortement, ça. Par contre, là où je ne peux pas assumer, Madame Letard, c'est le fait sur l'octroi de mer. L'octroi de mer, chef de file, c'est la collectivité régionale. Même si vous êtes dans l'opposition, vous y êtes quand même si vous êtes dans l'opposition. J'ai interpellé cet exécutif, les sociopros se sont battus et heureusement qu'ils ont réagi en janvier 2015 pour nous permettre, nous, la ministre... Vous étiez là Oui, heureusement, les professionnels nous ont sollicités et la ministre a fait une réunion de médiation entre les 3 territoires anti-Guyane pour que nous puissions avoir un texte que nous devions valider. Je rappelle que c'est quand même un texte de Bruxelles que nous devons valider. Et nous avons défendu les intérêts de la Guyane dans un premier temps. Voilà. Les socioprofessionnels sont satisfaits. Je crois que la collectivité régionale, malgré tout. Moi, je regarde des choses. Mais comment ne portez pas la responsabilité. La seule chose que je veux dire, la responsabilité de ça. D'avoir agi, oui, mais la responsabilité totale de ça. Peut-être vous me voyez ministre, donc je serais tout à fait peut-être d'accord. Mais pour l'instant, je veux satisfaire, je veux occuper mon pays, m'occuper de mon pays. Comment peut-on se satisfaire d'un octroi de mer qui dorénavant taxe les entreprises sur leur chiffre d'affaires à 300 000 euros, alors qu'auparavant c'était 500 000 euros quand on sait le tissu économique de la Guyane. Vous ne pouvez pas dire que cet octroi de mer est satisfaisant pour la Guyane. Je n'ai pas dit qu'il était satisfaisant. Je l'ai pas dit. Ce sont les propos que vous venez de tenir. Non, je n'ai pas dit qu'il était satisfaisant. La seule chose que j'ai dit, c'est que nous avons rattrapé de
justesse, si vous vous rappelez le processus, comment il a été mis en place, la ministre de l'Outre-mer a dû faire une réunion à Paris avec les 3 entités, régions anti-Guyane, pour pouvoir trouver une solution. Sinon, qu'est-ce qui aurait passé? Sinon, on n'avait rien du tout si on ne votait pas cette loi avant le 30 juillet. C'est le marché commun. Monsieur un enjeu commun, Oui, Madame État. je crois qu'on parlait de la fiscalité. Je crois qu'il est incontestable qu'il faudra avoir un œil acéré. Élargir l'assiette prospectif. fiscale pour faire quoi? C'est trop Taxer simple. C'est trop davantage. simple. Mon collègue Tienne Long et moi l'avons déjà fait entre le département, la Augmenter région la pression et les fiscale, EPCI. alors. Attendez, je crois que c'est très sérieux. Aujourd'hui, il y a 100 000 foyers fiscaux. Mais sur les 100 000 foyers fiscaux, il n'y en a que 27 000 qui vraiment sont contribuables. La question est donc de voir quelles sont les marges sur lesquelles la collectivité et les mairies, parce que nous parlons de la CTG, mais nous oublions peut-être les mairies et également les EPCI. Le premier élément, c'est déjà de faire l'État payer son domaine foncier, qui lui est totalement exonéré. C'est à peu près une somme de 15 à 20 millions. Le deuxième, c'est la révision globale du recensement par habitant, qui nous fait cruellement défaut. La troisième, c'est le plafonnement superficiel, dont en ce moment les parlementaires sont en pleine révision et en pleine étude, et dont l'un des Guyanais compatriotes en est le rapporteur Georges Patient, qui nous permettra, notamment pour les communes, on va dire enclavées, Maripasoula ou de l'intérieur, de bénéficier davantage de dotations. Mais la vraie question qui va être posée, c'est l'octroi de mer. Et je suis désolé. Aujourd'hui, il y a des progrès manifestes. Même si, entre-temps, M. Lurel a introduit un dispositif, et je dis bien, c'est M. Lurel qui l'a introduit, contre l'avis des conseils régionaux de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion, qui fait qu'il a abaissé le seuil des 750 000 euros à 300 000 euros. Ce qui fait que les sociétés, laissez-moi terminer, et contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas taxé, c'est assujetti. Il y a une grande différence, parce que le mot taxé veut dire une taxation globale au chiffre d'affaires, alors que assujetti veut dire qu'en fonction du chiffre d'affaires, sur les abattements qui sont plus ou moins réalisés, elles peuvent être pratiquement exonérées. Alors, ça nous pénalise, mais il faut savoir qu'aussi en Guyane, nous exonérons les entreprises guyanaises de 51 millions. La question fondamentale sera le recours qui sera déposé par les maires des 27 millions. Et est-ce que la future collectivité pourra, d'à juste droit, à juste titre, retourner donc ces 27 millions au niveau des communes, qui permettra demain peut-être à la Chambre régionale de ne pas systématiquement prétendre que nos élus gèrent mal leur collectivité. Alain Tchaniouan. Vous êtes d'accord, donc? Non, je voulais juste dire à Mme Létang que si nous sommes sur des listes différentes, c'est parce que nos programmes ne se ressemblent pas. Donc je n'ai pas de problème à ce qu'elle puisse dire que nous sommes dans une litanie en ce qui me concerne. D'autre part, moi j'ai toujours considéré que l'octroi de mer n'était pas... Vous êtes revenu loin. Voilà. Oui, j'ai dû me reconnecter, hein, monsieur. N'était pas un impôt juste. Nous sommes en débat, Madame Létard. Oui, oui, on est d'accord. Allons-y. Allons-y, à monsieur. rectifier ou à... Mais il n'y a voilà. pas de problème, monsieur, D'accord. allez-y. Donc, non, moi j'ai toujours considéré que l'octroi de mer était un impôt injuste. Et inséré dans le marché antillais, c'est encore plus injuste. Nous considérons aujourd'hui que la Guyane a vocation à être traitée à part. Donc cette manie qui consiste à nous faire prendre des décisions liées aux Antilles et que les produits qui sont taxés le sont en fonction des taxations aux Antilles, nous demandons l'arrêt. Ce que nous prenons, nous, c'est qu'il y ait une taxe régionale, locale, du type TVA, qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus adaptable et beaucoup plus malléable en termes de taxation de produits. Donc voilà ce que nous proposons, nous, la liste pour une Guyane audacieuse. Alors certains d'entre vous ont évoqué l'idée justement d'aller chercher de nouvelles recettes, de nouvelles ressources, etc. Lesquelles? Et où? Alors, cet octroi... Enfin, Mais moi, je on n'a vous ai pas répondu compris la sur des recettes nouvelles. Oui, lesquelles? S'il n'y a pas d'activité nouvelle, pas de possibilité de recettes nouvelles. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Nous prenons que la Guyane soit en zone franche totale. C'est la seule façon de créer de l'activité. D'accord, c'est la réponse que vous faites. Tout à l'heure, non, parce que tout à l'heure, vous évoquiez, on parlait du fonctionnement du budget, et vous disiez il faudra impérativement, c'était une de vos propositions, aller chercher des recettes nouvelles. Tout à fait. Et qu'on allait y revenir. Donc on y revient. non, mais la recherche de recettes nouvelles est profondément liée à la fiscalité. Lorsque l'on parlait de l'octroi de mer tout à l'heure... Ce sont les seules pistes, la fiscalité? Mais ce sont des pistes les plus importantes. Lorsque l'on parlait d'octroi de mer, je crois qu'il faut évoquer aussi l'octroi de mer social et éventuellement la possibilité d'en mettre un sur ce territoire-là. Parce que les produits sont taxés, mais certaines professions ne le sont pas, alors qu'elles génèrent également
des richesses. Donc ça, c'est une piste que nous avons avancée d'ailleurs auprès comment dirais-je, des partenaires des socioprofessionnels et qui trouve un certain écho. Donc la fiscalité, les recettes nouvelles, c'est aussi cela. Alors tout à l'heure, et pour répondre aussi, et pour continuer de répondre à votre question, si vous permettez, moi je parle souvent effectivement de ces SEM locales. Je crois que si on ne comprend pas qu'à un moment donné, au-delà des dotations que l'on reçoit de l'Europe, de l'État, dans tous les plans possibles, bleu, blanc, vert, rouge, etc., il faut savoir qu'à un moment donné, il faudra que nous allions chercher ces ressources nouvelles et dans le cadre justement de ces SEM locales, en partenariat toujours avec l'État, en partenariat toujours avec des groupes de grandes sociétés, en partenariat aussi dans le domaine aurifère des artisans aussi qui comptent, il faut générer là aussi une fiscalité En importante. clair, les Guyanais paieront plus d'impôts. Ah non, absolument pas, justement. L'idée, c'est justement de... Ou des impôts nouveaux. Non, alors dans le cadre des SEM, vous voulez dire ? Non. De manière Ah générale. non, l'octroi de mer social ne se pose pas aux Guyanais basiques. Ça suffira. Non, ça se pose aux professions qui génèrent des richesses sans pour autant être taxées. Et donc ça permet d'élargir justement cette base fiscale importante. La question vraiment, c'est au-delà de la fiscalité, c'est le développement économique. C'est de créer de l'activité. C'est de la valeur ajoutée. Donc. Et les SEM, c'est un peu l'objectif, hein, madame. Oui, mais il faut cibler des filières. Les SEM, c'est un outil. Les SEM, c'est un outil. De développement économique. C'est un outil, mais sur les différentes filières. On l'a tous dit, je crois qu'autour de ce plateau, tout le monde sait les potentialités qu'on a sur les différentes filières. Il faut tout simplement, effectivement, pouvoir les mettre en place. Il y en a une première, et qui est un adage que tout le monde connaît, que le bâtiment va, le BTP. où va BTP, ça, point d'activité. Qui ne va pas bien en ce moment. On a eu deux mesures, mais ça a relancé, on a deux mesures que le gouvernement vient de... un arbitrage du Premier ministre de pouvoir faire Bercy accepter le crédit d'impôt sur deux opérations de logement, un à Cayenne et à à l'information de ce début de semaine. Oui, voilà. Par exemple, c'est 150, je crois, logements. 236 logements. Voilà. Donc ça permettra une activité. Le BTP. Quand je parle de pacte d'avenir, il y a une opération qui est importante aussi, mais qui est là aussi a été actée. C'est l'opération d'intérêt national. C'est quoi? Le principe, c'est de dire qu'il faut aménager du foncier pour créer des zones d'activité. Et ça permet la valeur ajoutée, elle vient de là, du monde de l'entreprise, mais de l'activité qu'on va valoriser. Si je dis qu'il y a deux secteurs primaires sur lesquels on doit mettre des efforts continus et se poser, c'est la pêche et l'agriculture. Je crois que là-dessus, on a les ressources qu'il faut. C'est quand vous générez ça que, à la limite, vous travaillez sur la fiscalité, mais ce qui est important, c'est ça. Vous créez votre propre richesse. Comment on met en place une politique de substitution à l'import? Parce que là aussi, on doit gagner en créant la richesse sur notre territoire. Oui. Pour finir, par exemple, même sur l'octroi de mer tout à l'heure, c'était quoi le but? Et la difficulté avec les Antillais, c'est de dire qu'effectivement, c'est ici que la valeur ajoutée doit se faire. Ce n'est pas aux Antilles. Maintenant qu'il y a des investisseurs, quelle que soit leur origine, on a besoin d'investisseurs, donc il faut être attractif, il faut les attirer. Sauf que c'est ici que doit se faire l'activité, et c'est comme ça qu'on a protégé 2 ou 3 productions qui étaient en train de s'installer en Guyane, pour permettre que justement les activités, l'emploi, se crée ici, et c'est comme ça que vous créez de la richesse, que vous avez des gens qui travaillent, parce que l'emploi reste objectif aussi. L'emploi fait que les gens, effectivement, consomment. Donc, avant toute chose, faisant en sorte qu'effectivement, nos filières, nos potentialités en Guyane, cultivons nos potentialités, faisant qu'effectivement, qu'elles puissent porter des fruits, et on peut la partager équitablement, et non taxer nos concitoyens. Monsieur Alexandre, alors, avant qu'on passe à... On était toujours sur la fiscalité, avec la relance en termes de recettes pour la future collectivité. On avait déjà abordé le domaine privé donc de l'État, le plafonnement superficiel, le recensement. Et nous pensons que, parallèlement à l'octroi de mer qui est menacé pour 2020, il faut étudier peut-être une taxation sur les services. Plutôt qu'octroi de mer social, sur les services. Mais ça, c'est un vrai débat qu'il faut mettre en place avec tous les acteurs pour que chacun puisse s'en approprier, de façon à se substituer progressivement et donc effacer et donc annihiler après l'octroi de mer. Par contre, il y a un élément qui est fondamental, c'est l'économique. Il ne peut pas y avoir de fiscalité s'il n'y a pas la relance de l'économique. Et nous, dans notre programme,
nous proposons un mode dérogatoire qui puisse permettre, en concertation avec la sécurité sociale, avec tous les organismes de contrôle et de gestion, sur le mode opératoire à la fois de l'artisan et de l'entreprise. C'est-à-dire permettre aujourd'hui à l'entreprise de se structurer, d'avoir un fonds de roulement, d'avoir une capacité d'autofinancement et ainsi de créer l'emploi. Je prends le cas de l'apprentissage. Comment voulez-vous qu'un patron puisse recevoir un apprenti lorsqu'il est embardé de dettes sociales, de charges, la caisse des retraites, la caisse de congés, l'ARAM, la Sécu, etc. Une entreprise en Guyane dégage à peine 2 à 3%. Je parle pour un artisan de base. Donc vouloir embaucher un jeune homme, un gamin en termes d'apprenti sur environ 2 ans, entre 900 et 1500 euros, c'est très compliqué. Donc nous, on propose de mettre un guichet vers la Chambre des métiers, qui puisse, dès la contractualisation donc, de cette convention, nous puissions donc abonder auprès des chefs d'entreprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que cette CTG, en premier axe, mette en place une aide que nous avons déjà commencé, qu'on appelle le Fonds régional d'avance. Donc il faudra permettre à ces entreprises d'avoir ces fonds. Et aujourd'hui, nous avons différents réseaux, comme le réseau Entreprendre, le réseau Initiative, le réseau ADIE, qui aident les jeunes artisans. Alors nous avons écouté les chefs d'entreprise. Il y a 2 choses que nous voulons totalement réformer. C'est la banque publique d'investissement, de façon à l'assouplir, à l'élargir, pour quand un porteur de projet dépose son projet à 10 000, à 20 000, à 100 000 euros, qu'on puisse l'aider. Et la deuxième, c'est la ligne de crédit. Une entreprise qui a un chantier auprès de la CTG doit avoir une garantie financière pour sortir de ce chantier. Si vous voyez, nous faisons ça, c'est pratiquement 3 000 emplois qui pourront être mis en place. Vous n'êtes pas d'accord, M. Tchagnon? Non, Et ça peut être sur les filières agricoles, sur les filières aurifères, sur les filières industrielles, donc du bois et de la pêche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la CTG a pour mission de relancer un vrai schéma de développement économique auprès de la Guyane, avec une structuration par rapport à ses financements. Très rapidement, un commentaire. Non, je voulais juste rajouter par rapport à ce développement, il faut que les conditions soient remplies. Il faut qu'il y ait des prérequis. Si les obstacles, comme je l'ai dit tout à l'heure, réglementaires, matériels, géographiques ne sont pas levés, on ne pourra pas développer. Sur Camopi, je vous l'ai dit tout à l'heure, aucune initiative économique donc peut être prise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de couverture énergétique. Je me souviens de cette jeune qui avait sollicité le Conseil général pour l'ouverture de restaurants. Dans la mesure où il y a l'arrêté, pas de clients. Dans la mesure où il y a rupture d'électricité à 22h, pas de possibilité d'agrément des services vétérinaires, donc pas de développement. Et là, lorsque nous disons ça, je pense à la programmation pluriannuelle de l'énergie. La grève AEDF dernièrement a montré donc la nécessité que cette couverture énergétique soit là pour permettre le développement de ce pays. Si EDF n'a pas voulu justement embaucher dernièrement, c'est parce que EDF a d'autres optiques. Je rappelle que la loi sur la transition énergétique, donc d'août 2014, prévoit que les DOM, donc la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Corse, sortent du système de concurrence français. Et lorsque je dis que là-bas on passe l'aspirateur, lorsque nous n'avons rien construit, c'est exactement ça. Que prévoit EDF? C'est de passer la production et la distribution au marché libre et de garder donc la facturation et le service après-vente. Nous disons non. Et nous, si nous sommes là demain, c'est pour cela que je dis qu'il faut que les conditions soient remplies. Nous allons faire en sorte à ce que cette PPE se décline sur la base du fait que l'opérateur historique, qu'est EDF, compte tenu de son savoir-faire, de son expérience sur la production, sur les ouvrages qu'ils doivent produire, eh bien qu'EDF prenne ça en main. Donc aujourd'hui, nous sommes face à cette réalité. Vous proposez quoi alors? Je propose tout simplement que la PPE prenne en compte de demander à EDF, parce que qu'est-ce que la loi dit? La Martinique, la Guadeloupe et la Corse sortent de la concurrence. Au moment, pourquoi? Parce qu'il y a du retard à rattraper. Ce qui veut dire par là que le politique peut dire à EDF ou au gouvernement, nous voulons que l'opérateur historique qu'est EDF puisse combler le retard avant qu'on passe à la concurrence. Sur la production énergétique? Enfin, là, nous sommes rentrés dans la production énergétique. On est rentré dans la production énergétique. Juste sur le développement économique, si vous permettez, parce que c'est vrai qu'on passe d'un sujet à l'autre. Et bon, oui, moi je crois qu'il faut quand même noter effectivement le fait, Mme Berthelot était imprécise sur les chiffres de la création des logements tout à l'heure. C'est 256, effectivement, logements qui ont été créés. C'est le principe qui est important, avec que le gouvernement ait pu permettre derrière, et à des entreprises avec de l'emploi derrière.
clair et avec surtout une action remarquable, puisque c'est Mme Taubira, vous le savez, qui a débloqué ce dossier, et je tenais à le dire. Et puis sur le développement... Le ministre qui a tranché. Le ministre a tranché, certainement. C'est professionnel. A tranché, mais avec un coup de main plus que nécessaire de Mme Taubira. Alors derrière tout cela, alors, effectivement, Mme Berthelot, vous évoquiez ce que nous on appelle la sortie de l'économie de comptoir vers une économie de production. Effectivement, il faut qu'on soit sérieux sur ce territoire. Ça fait des années, effectivement, qu'on nous raconte la même chose. Il faut structurer les filières. Nous avons des ressources endogènes, etc., etc. Je crois qu'il faut passer au braquet supérieur, à la vitesse supérieure. Je regarde, par exemple, dans le domaine de la pêche. Bon, moi, je veux bien qu'on me dise que c'est structuré, etc. Moi, je fais un constat. Je dis que voilà, au niveau du mire, les bateaux qui arrivent et qui abondent le mire sont des bateaux vénézuéliens. Donc, il y a un problème. Nos charges sociales sont trop importantes et ne permettent pas, justement, aux armateurs, aux pêcheurs, d'embaucher du monde. D'où la création de cette zone franche sociale au niveau de cette filière importante qu'est la pêche sur le territoire, et une zone franche sociale qui pourra être déclinée dans d'autres filières. On va parler social. C'était un premier point. On a beaucoup à parler social, et c'est juste après une petite respiration. À tout de suite. À tout de suite. Bon, la respiration, ce sera pour plus tard, c'est pas grave. Ce sera pour plus tard. Monsieur Alexandre, vous vouliez réagir juste là-dessus? Je peux parler, et j'aimerais bien m'exprimer sur deux choses, très rapidement. Ah, pourquoi on parle social? Non, parce que mon collègue a abordé la question de l'énergie. Je crois qu'aujourd'hui, la PPE n'appartient à personne. La procédure a commencé entre la région et le département. Il appartient maintenant à la CTG de le poursuivre avec tous les acteurs, quels qu'ils soient. De façon à ce que... Entre qui et qui? Non, la CTG. Non, vous avez dit entre la région et les départements. Non, j'ai dit nous les n'avons pas acteurs. été associés, non, monsieur Rodolphe Alexandre. Vous avez été invité. Vous avez dit entre la région et les départements. Vous avez été invité. Non, nous n'avons jamais été associés. Non, je le dis, c'est pour ça que je vous rectifie rapidement. Mais je suis pas nous n'avons jamais été associés à votre démarche. Non, mais la loi... Donc, là aussi, c'est une contre-vérité. Non, c'est pas une contre-vérité. Vous avez trop l'habitude de lancer des satellites. Non, c'est pas une contre-vérité parce que la loi... qui ne trouve pas d'orbite. S'il vous plaît. Alors, je m'explique. Vous n'avez jamais associé le département à cette démarche. Alors, vous l'avez fait avec l'État, en catimini, et c'est pour ça que le syndicat UTG y est poil de levé. Parce que personne n'est au courant de ce que contient cette PPE. Et c'est ça le drame. Alors, donc ne dites pas que nous sommes associés, nous n'avons jamais été associés. Non, si c'est le cas, je le dis, ce n'est pas le cas. Monsieur Tianyong, la PPE relève d'une compétence fondamentale entre la région et l'État. Donc il appartenait dans un premier temps, après des ateliers qui ont eu lieu, de convoquer l'ensemble des partenaires. Donc ça veut dire que la procédure n'est pas close. Au contraire, elle est lancée. Parce que cette procédure, elle est liée à 3 étapes. Une première étape qui a été le schéma régional climat, air, énergie. Une deuxième étape qui a été donc le pré-RUR. Et d'ailleurs, Madame Létard, ici présente, a voté les 2 procédures en séance plénière, ou n'a pas voté, mais en tout cas, ça a été débattu en Assemblée. Et là, maintenant, il fallait aborder la PPE. Aujourd'hui, quels seront les grands desseins? Les grands desseins seront de dire, que nous devons investir sur les lignes de transport d'électricité, aussi bien sur Saint-Georges que le doublement des lignes vers Saint-Laurent. 2, d'ouvrir le débat, que tous les Guyanais, que la population, même par référendum, s'approprie d'un débat pour savoir si oui ou non nous allons vers un nouveau barrage sur la basse Mana. Et en 3e ressort, que nous puissions mettre en place ce qu'on appelle l'énergie mixte, la biomasse avec environ 40 mégas, le solaire avec environ 10 mégas. Pourquoi? Non, mais en 2 secondes, parce que c'est très important. Parce qu'on ne peut pas parler de développement industriel, développement économique et de répondre à la croissance démographique si on ne répond pas aujourd'hui, en 2016, à la question énergétique. Nous sommes à peu près environ à 125 mégas, au maximum à 140 mégas. Ça veut dire que dans 10 ans, il faudra passer à 230 mégas, en sachant que la centrale de Degradégane, coûte que coûte, par les directives européennes, doit être fermée. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, la PPE, c'est tout ce qu'on peut donc souhaiter aux membres de la future collectivité, de la prendre en charge, de l'ouvrir à tous les débats des citoyens et citoyennes, pour que véritablement la Guyane puisse avoir une production énergétique. Et pas seulement pour le littoral, mais également pour l'intérieur du pays.
Alors, est-ce que vous acceptez qu'on parle un peu social? Absolument. Oui. Enfin, Alors, juste. voilà, parce que vous allez répondre, il va vous répondre Non, derrière, vous allez répondre. Non, et on ne va pas juste pour- avancer. Nous, on a envie d'avancer dans le débat. Juste pour on a envie dire de parler d'autre chose. que sur le schéma climat, air, énergie, sur le pré-RUR, effectivement, ça a été présenté en séance, mais par contre, pour la PPE, moi, je n'ai aucune trace, aucune visibilité de ce qui a été fait. Alors, dire même en termes d'information. C'était une ouverture solennelle, non, mais madame. peut-être. Elle était très solennelle. Elle était très solennelle parce que non, ça. Madame, monsieur. Non, mais bon. On change de Allez, thème. on change de thème et transparence, cette fois-ci, on va vraiment pouvoir faire une petite respiration. On a beaucoup parlé d'économie. L'autre priorité pour notre pays, elle est sociale, évidemment. L'accroissement de notre population fait que les situations d'urgence, elles aussi, sont de plus en plus nombreuses et importantes. Là encore, on le sait, les moyens manquent, en particulier dans les zones les plus difficiles d'accès en partant de Cayenne. Et oui, avec un budget contraint, on est tous d'accord là-dessus. Et la future CTG devra fatalement faire des choix. Alors, vous allez privilégier quoi? La prévention de certaines maladies, l'enfance en danger ou les personnes âgées? Qui prend? Toutes les missions qui sont les missions aujourd'hui du Conseil général, en tout cas, seront demain les missions de la CTG. Et à chaque plénière, je rappelle que nous avons les pires difficultés à assurer les missions qui sont les nôtres, compte tenu de la non-compensation des charges transférées. Donc, ce que je disais en préambule tout à l'heure sur la nécessité qu'à un moment donné, l'État compense ses charges, reste d'actualité. Par contre, ce que je constate, c'est que, mis à part les seniors en perte d'autonomie et les personnes en situation de handicap, les bénéficiaires du RSA et l'enfance en danger, ce sont des personnes qui sont frappées par une violence économique, ensuite par une violence sociale. Lorsque ces personnes arrivent au Conseil général, c'est pour solliciter la solidarité du département, parce que ces personnes, notamment pour les enfants qui sont en danger, sont issues de familles précaires, qui elles-mêmes n'ont pas de travail. Ce sont des familles éclatées, ce sont des cellules familiales explosées. Là, elles vont devoir demander la solidarité de la CTG. Non, mais de toutes les façons, il faudra des dispositifs sociaux pour accompagner ceux qui seront laissés pour compte au sein de la société. Par contre, je l'ai toujours dit, un projet de société ne se fait pas avec des dispositifs sociaux. Les dispositifs sociaux sont là pour accompagner celles et ceux qui, à un moment donné, ne peuvent pas accéder à un capital social. Donc c'est le cas des bénéficiaires du RSA qui, lorsqu'ils arrivent chez nous, ont déjà 25 ans. 60% de ces bénéficiaires ne sont pas employables, compte tenu du fait qu'ils ont quitté le système scolaire sans qualification. Et ça, c'est un drame. Donc, pas de possibilité de trouver des formations en face, puisque nous sommes sur l'insertion et donc la région sur la formation. Et là aussi, ça pose un problème. Les bénéficiaires du RSA, que je vous l'ai dit tout à l'heure, 23 157 000 chômeurs, 23 000 bénéficiaires du RSA. Ce que veut dire par là que pratiquement tous les chômeurs sont au RSA, faute d'emploi. Et ça aussi, c'est un drame. D'où la nécessité que cette nouvelle gouvernance que nous prenons vienne régler les problèmes d'ordre économique. Pas de possibilité, lorsqu'un juge place un enfant et prend des mesures et demande aux parents de pouvoir assurer l'éducation, lorsque ces personnes touchent les minima sociaux, après avoir payé l'électricité et l'eau, il ne reste plus rien. Donc c'est très compliqué. D'où la nécessité que Quoi qu'il en soit, il va falloir les gérer de toute façon. Non, mais c'est ce que je dis. Mais à terme, nous n'allons pas pouvoir passer la serpillière. C'est l'eau qu'il faut arrêter à un moment donné. C'est cette eau qui coule qu'il faut arrêter. Comment nous l'arrêtons? À travers le développement économique de ce pays. Justement, c'est la question posée tout à l'heure. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est en lien. Avec un État qui se désengage, un département en plein boom démographique et une situation économique qui ne s'améliore pas forcément, comment allez-vous faire? Avec l'économie, mais ça, je vous dis, je suis dans une logique. Après, lorsque vous dites comment nous allons faire, nous avons décliné. Aujourd'hui, nous avons cette CTG qui aura un organe qui s'appelle le Congrès que nous avons déjà, qui doit être convoqué. Donc nous présidons 6 mois, 6 mois. D'associer tous les élus, et il faut que nous soyons d'accord. Et les parlementaires. Lorsqu'un maire me regarde et me dit « Chenglong, sitôt demain, président, que ça t'aurait fait pour moi ?» Moi, je dis surtout, moi, qui convoqué congrès, pour nous toutes veiller assis. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, d'obstacles à lever. Nous allons actualiser l'inventaire, parce que l'inventaire, il est fait. Tout le monde sait quels sont les problèmes de ce pays. Par contre, chacun aura vocation à venir débattre et nous allons faire des propositions au gouvernement. Et voici la méthode que nous proposons en tout cas. Et puis, comme je l'ai dit, à charge pour l'État de considérer qu'il n'est pas l'État contrôleur ou qui contrôle uniquement les légalités, mais qu'il est l'État donc partenaire. Et ça, ce sera une demande que nous allons formuler à travers ce que nous appelons les accords de développement de ce pays. Alors, sur le social. Je crois que M. Tchenglong l'a dit, il y a des obligations
qui sont des transferts de compétences de l'État au Conseil général qui va se retrouver à la CTG. Avec quand même des complications. On parle par exemple, quand on parle d'enfants en danger. Attendez, oui, mais ça, je veux dire, c'est des choses sur lesquelles, ça, c'est des choses sur lesquelles il y aura une obligation. Si vous avez parlé tout à l'heure de choix, il n'y aura pas de choix à faire. Malheureusement, dans la misère, il n'y a pas de choix à faire, Madame Nadine. C'est pour ça que je disais ça, il y a des choses obligatoires. Maintenant, il faut prendre... la prévention reste pour nous quelque chose, et pour moi, quelque chose de principal. Et évidemment que je pense que personne n'aime avoir un enfant, au-delà du terme enfance en danger, un enfant subir cette injustice, cette injustice et des maltraitances qu'on commence à avoir de trop nombreux en Guyane. Trop. Il y en a beaucoup trop. Je crois que les chiffres du département sont assez clairs. Il y en a beaucoup trop. Donc, ça veut dire qu'on a un travail de prévention à faire. Et ça, je crois que c'est important dans un premier temps, parce qu'on ne peut pas laisser la situation se dégrader comme ça. L'axe qui peut être le plus important, c'est de dire comment on met la jeunesse dans toute sa vie comme colonne vertébrale de l'action publique. Parce qu'en fait, quand on parle de prévention, c'est dès le départ sur les aides maternelles, l'accueil de la petite enfance. Comment, dès le départ, on scolarise tous les enfants de Guyane? Comment, effectivement, derrière, on met ce qu'il faut pour éviter le décrochage scolaire? Comment, effectivement, les violences, on les combat? Donc, pour moi, la structure sociale et solidaire, c'est un ensemble. La cohérence, par contre, qu'on a à avoir, on a parlé tout à l'heure, et ça qui sera l'exercice indispensable à la CTG, c'est la cohérence de tous ces champs de compétences. Parce que là, nous discutons, mais d'une manière, je dirais, verticale. Alors que demain, la CTG, elle va avoir cette horizontalité à 360 degrés qui sera de mettre des politiques publiques cohérentes dans son ensemble, mais aussi de manière territoriale. Et c'est ça qui sera, je dirais, l'atout principal et supplémentaire qu'aura la CTG. Donc une vision globale. Il est évident qu'il n'y aura pas des choix à faire. Le développement économique doit amener de la valeur ajoutée pour permettre effectivement de prendre en charge ceux qui sont en difficulté et les plus faibles. Une société ne peut laisser ses enfants sur le bord de la route comme ça. Donc on a ça à faire. Pas de choix. Par contre, quand il y aura d'autres choix à faire, il n'y a pas eu de choix. C'est pas sur le social qu'il faudra faire des choix, peut-être. Sur d'autres. Là, il faudra dire aux gens, peut-être qu'il y aura des difficultés, et peut-être avoir un discours de vérité, peut-être que sur des choses de loisirs, peut-être qu'il y aura des choix à faire à un moment donné. La culture, financer. Pas la culture, je sais pas de loisirs, c'est pas la même chose, madame. On en reparle quelques instants. Monsieur Alexandre. Non, enfin, nous pensons que nous sommes là dans un champ très particulier et très vivace. On ne joue pas avec la jeunesse, on ne joue pas avec nos enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, partant de l'existant, il faut structurer, conforter, donner encore plus de moyens à ces personnels qui se dévouent et qui travaillent énormément auprès d'une jeunesse en difficulté. Je parle de ces surveillants, ces internes, de ces éducateurs. Des moyens que vous prendrez où pour les mettre moyens, je vous ai dit que nous avons une stratégie. Mais d'abord, posons d'abord le plan. Oui. C'est-à-dire ça, c'était une compétence qui relevait du Conseil général. Aujourd'hui, il y a 4 associations qui gèrent 6 établissements et qui aujourd'hui n'ont que 70% de taux d'occupation. Je prends des cas très simples. Que ce soit Fourca, que ce soit Ciel de Case, que ce soit Akati, ce sont des gens qui font un travail remarquable. Aujourd'hui, il faut les aider, soit à se mutualiser, soit à se structurer, de façon à conforter les accueils de ces enfants en difficulté. Personnes en difficulté mentale, personnes en comportement psychiatrique, en addiction d'alcool ou autre, prostitution ou autre. Aujourd'hui, il y a les familles d'accueil qui ont joué un rôle, qui continuent à jouer un rôle. Mais il faut véritablement avoir des établissements spécialisés. Il faut donc que ce personnel qui se dévoue et qui parfois a besoin de formation, a besoin davantage développer. En Guyane, c'est un assistant pour pratiquement 30 enfants. En France, le ratio, c'est 1 pour 8. Ça veut dire que c'est là qu'il faut aller. Si vous ne voulez pas que les enfants qu'on trouve en délinquance, qu'on trouve auprès des surfaces occupées par les Chinois, comme on dit, auprès de ces magasins, eh bien, c'est là qu'il faut travailler. Ça veut dire que à la fois la personne et les enfants en danger, je prends le cas des procédures du juge d'enfant. C'est tous ces phénomènes qu'on doit donc conduire après à l'insertion, à la qualification, au certificat. Et donc, pour cela, c'est une très grosse politique qui va peut-être coûter, mais il n'y a pas d'argent qui compte. Alors, parce qu'on prend en compte la jeunesse guyanaise. Aurez-vous les moyens de vos intentions? Non, mais avant de me demander les moyens, demandez-moi d'abord ce qu'on va réaliser, ce qu'on doit faire. Contrairement au choix, c'est pas un choix, c'est une politique qu'on doit avoir, c'est une volonté que l'on doit avoir. Je prends le cas des crèches. Vous savez qu'aujourd'hui, la collectivité régionale, avant de fermer donc ses portes, vient d'aider une jeune Guyanaise pour réaliser la première crèche accompagnée par l'AFD, donc par une banque, et par les fonds européens. Eh bien, aujourd'hui, ça veut dire que nous aurons matière pour à la fois accueillir dans les structures d'accueil, les structures
structures multi-accueils. En Guyane, il manque des crèches. On vient de voir qu'à Saint-Laurent, 2 crèches viennent de fermer. Sur Rémière-Montjoly, Cayenne, Kourou, tout juste, il y a à peu près 1700 gamins qui sont en structure de crèche. Ça veut dire qu'à Saül, à Saint-Élie, à Camopi, à Patou, eh ben c'est le désert. Eh ben c'est tout cela qu'on doit donc prendre en compte et mettre une vraie politique qui prenne l'enfant depuis ses premiers âges jusqu'à l'âge de la majorité. Par exemple, l'accueil des tout-petits dans le cadre des pouponnières, par exemple. Ça, on n'en a pas. Les personnes qui pourraient à domicile jouer le rôle des maisons d'aide et d'accueil, c'est des choses qui n'existent pas, que nous devrons faire aujourd'hui. Eh bien, c'est tout le dispositif qu'au niveau de la CTG, j'espère que nous allons donc réaliser. Et que nous allons réaliser d'ailleurs. Madame Létard. Oui, bon, enfin, moi, j'interviens déjà sur votre question. Bon, il n'y a pas de priorité dans le social. Tout est prioritaire en Guyane, précisément. Puis j'entends l'espèce de dichotomie qui est faite entre l'économique et le social et cette tentative de dire qui est responsable de quoi. Moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, M. Tieng Long n'a pas tort de le dire. La situation économique du pays est mauvaise. Les chiffres, tout le monde connaît, les chiffres du chômage, 40%. Ces gamins qui sortent de l'école, ils sont à 47% sans diplôme, sans qualification, etc. Pour autant, moi, je crois que, et ça va être réglé, je crois, dans le cadre de la CTG, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans le A de RSA, ça veut dire activité. Ça ne veut pas dire attente éternelle. Et que dans cette activité-là, dans ce RSA-là, il faut proposer aux allocataires, leur faire des propositions dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Ce sont des niches d'emploi, là, importantes. Ces associations qui peuvent embaucher. Tout à l'heure, j'entendais évoquer la Catige. Effectivement, sur Kourou, j'ai beaucoup travaillé avec la Catige, entre autres. Et il faut donc proposer à toutes ces associations-là la possibilité donc, de jouer leur rôle d'insertion sociale. Et puis ensuite, moi, j'entends beaucoup la construction, les nouveaux lieux, j'entends évoquer la PMI. Je dis que quand un enfant arrive, une jeune fille arrive à 15 ans à la PMI, c'est qu'elle a déjà un problème. Et que le problème aurait dû être traité et aurait dû être prévenu. Je fais souvent le reproche aux collectivités, et d'ailleurs c'est de là découle une de mes propositions, de ne pas investir les lieux où se trouvent les populations qui doivent être en priorité prévenues, pour éviter effectivement une multiplication de PMI, une multiplication de problèmes, d'addictions, etc. Les instances politiques, et là je ne critique personne, je fais un constat de ce que je vois, les instances politiques ne sont pas en présence dans les établissements scolaires, dans les collèges en particulier, là où on a cette jeunesse dont il faut prévenir les futurs excès, etc. Et par conséquent, c'est l'une de mes propositions. Je crois que ce conseil d'éducation territoriale dont je fais la proposition va être fondamental. Il s'agit dans un premier temps de lier le monde éducatif, les professionnels de l'éducation qui en charge cette jeunesse de prime abord, lorsque les enfants sortent de leur famille, qu'elle soit d'accueil ou pas. La première autre société, micro-société, c'est l'école. Et donc c'est à l'école que ces missions de prévention doivent être déclinées dans leur ensemble. Le problème, c'est que le monde éducatif, que ce soit les enseignants, que ce soit les chefs d'établissement, que ce soit les CPE, etc., ne sait jamais ce que le politique attend d'eux, et le politique ne sait pas forcément ce qui est attendu de ce monde éducatif non plus. Donc il faut les mettre en lien, il faut les mettre en relation. Et puis oui, sur les personnes âgées, là aussi, les EHPAD, il faut les construire. Et nous avons donc l'intention de finaliser, de construire finalement cet EHPAD à Sinnamary, qui est fondamental, effectivement. Voilà, pour juste de manière brève, parce qu'il y aurait encore beaucoup à dire. Alors brièvement, M. Tieng Long, je voulais juste compléter par rapport à ce qu'a dit Mme Létard, effectivement. Rapidement, s'il vous plaît. Sur le besoin d'encadrement, c'est une réalité, mais je rappelle que la collectivité départementale, notamment, subit de plein fouet toute la prise en charge des jeunes laissés au sein des établissements, avec la révision générale des politiques publiques. Tout le monde le sait, ce sont des réductions de postes. Je suis moi-même fonctionnaire, enseignant. Je le vois, des infirmières qui étaient en poste dans des écoles n'y sont plus. Vous avez une infirmière de zone, avec qui ne peut pas être efficace. Et tout le monde vient au planning familial. Ce n'est pas possible. Donc, effectivement, la collectivité devra assurer sa part de responsabilité en termes d'accompagnement, mais la puissance publique
Quand je dis puissance publique, c'est-à-dire l'État ne peut pas se dédouaner. Aujourd'hui, pratiquement tous les établissements qui étaient dotés d'infirmiers ou d'infirmières scolaires ne sont plus dotés. Et c'est ça le drame. Ou d'assistants sociaux. Rapidement également. Non, enfin, pour compléter Oui. les propos que j'ai donc tenus. Et pour conclure aussi. Hein. Oui, pour conclure, notamment sur l'aide sociale à l'enfance, il faut l'étendre à tout le territoire. Il n'est plus normal aujourd'hui qu'il n'existe que sur Cayenne, Rémière-Montjoly, éventuellement sur Kourou. Il faut maintenant qu'il s'étende sur Kourou, sur Saint-Georges, voire sur Saül et d'autres. Et à travers cela, on parle de l'enfance, mais aussi des personnes âgées. Parce que les personnes âgées, aujourd'hui, c'est plus de 4% de la courbe démographique de la Guyane. Un EHPAD à Sinnamary, un EHPAD à Saint-Laurent et surtout une maison de retraite sur Macoria. Ça, nous nous engageons là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, souvent, nous pensons à la jeunesse, nous avons raison, c'est le vivier, c'est le bastion, c'est le pilier. Mais à côté, il y a nos gangans. Et c'est la mémoire, c'est le savoir-faire. Et il appartient à nos personnes âgées de vivre en toute tranquillité dans les derniers moments. Alors, mesdames, pardonnez-moi Nadine, messieurs, nous sommes pratiquement arrivés au thème de cette émission. Mais avant ça, il y a un thème que nous aimerions aborder avec vous. On va vous demander des réponses brèves. On va vous demander Possible. des réponses brèves. Précises. Fin est parti, presque écoulé oblige. Alors, toujours selon le rapport Calia qu'on évoquait en début d'émission, il a été préconisé de réduire les dépenses liées à la culture de 10% pour réduire le déficit de la future CTG. Des collectivités. Alors, très rapidement les uns et les autres, quelle place accorderez-vous à la culture au sein de la future collectivité territoriale? Je peux vous répondre rapidement que nous n'avons... Le budget est tellement contraint que nos dépenses de culture, mis à part le fait que nous avons le musée, la bibliothèque et aujourd'hui le grand projet porté à un tiers chaque collectivité plus l'État, c'est la Maison des cultures et des mémoires de Guyane. Donc demain, il sera compliqué de faire moins puisque nous ne faisons pas déjà assez. Donc voici ma réponse en tout cas sur cette question. Donc pas question de réduire. Hein, Ah non, pour ma part non. Garder un très budget. compliqué. Linetta? Pas sur un territoire, de toutes les façons. Vous savez, j'ai été élu culturel à la ville de Kourou. Je sais l'importance de la culture dans la cohésion. C'est très important. Et dans une société aussi multiculturelle que la nôtre, il est important de mettre l'accent sur le budget culturel. J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu cette chance et j'ai visité un pays magnifique, plein de contradictions, les États-Unis. Afro-américains, latino-américains, sino-américains, tous quelque chose mais américains. Donc on doit arriver à cet objectif de vie. On est guyanais avec des polarités, c'est vrai, des origines, créoles, bushinengué, amérindiennes, mais autour de cela s'agréger toutes les communautés qui vivent sur ce territoire et guyanaises. Et puis il faut accompagner les mairies dans leurs équipements structurels et structurants. Et puis il faut surtout penser à la culture comme étant un axe, un vecteur économique. Professionnaliser les acteurs culturels, ça va être une volonté de ma part. Rodolphe Alexandre, très rapidement. Écoutez, pour ma majorité, il est hors de question de subir aucun dictat. Cette collectivité, nous l'avons voulu. Nous avons mis en place une stratégie financière et comptable qui nous permettra de maintenir la dynamique que nous voulons faire. Et dans le cadre de la culture, nous nous engageons à ne diminuer aucune dotation. Parce qu'en ce moment, à Saint-Laurent, il y a une école théâtrale, Kokolompou. Il y a en ce moment le conservatoire en Guyane, il y a le PCC, il y a des organismes, il y a l'école de musique, autant d'organismes qui maintenant deviennent des fleurons de la culture guyanaise. Nous sommes sur un territoire amazonien avec une culture métisse, avec une culture plurielle et donc des identités. Donc nous pensons bien qu'aujourd'hui, cette culture doit être professionnalisée, doit être structurée et maintenant s'inventer pour sortir à l'extérieur. Ça veut dire au monde international. Donc pour nous, nous ne subirons aucun dictat. Nous aurons les moyens de résoudre. Et je tiens à rassurer le personnel qui, au sein de la collectivité, les salaires seront exécutés. Et nous, au contraire, nous donnerons maintenant une autre dynamique à ce personnel parce que c'est une mission du service public. Chantal Berthelot? Écoutez, c'est dans le titre même de l'analyse que j'ai l'honneur de mener. Le mot culture est là, il est bien présent. Quand vous parlez de cultiver la terre, c'est la culture agricole, culture de la terre. La culture de l'esprit, vous cultivez votre esprit, la culture. La culture physique, c'est vous cultivez votre corps. Et la culture dans les savoir-faire, dans la coutume, c'est ça, la culture savoir. Donc non, notre liste s'appelle cultiver, c'est tout ça que nous voulons cultiver. Donc la culture, non. Deux autres raisons. La loi NOTRe donne une obligation aux collectivités, à co-responsabilité avec l'État,
de faire respecter les droits culturels des populations présentes sur notre territoire. Donc c'est le cas pour la Guyane. Deuxième chose, la cohésion sociale pour la Guyane, c'est un impératif important. Et on passe par la culture pour cela. Donc la culture, si je peux me permettre de dire, au vu de ce qui se passe dans le monde, presque, au lieu de diminuer de 10%, on augmentera de 10%. Alors, on voit qu'au moins sur la culture, vous êtes relativement d'accord. Pas question de toucher à la culture. On avait bien d'autres thèmes à aborder avec vous, mais il va falloir conclure. Et selon le tirage au sort que nous avons effectué en début d'émission, nous vous accordons à chacun 1 minute d'expression libre face aux téléspectateurs. Et on commence donc par vous, Madame Berthelot. Votre caméra est juste ici. Mes chers compatriotes, dans quelques jours, vous allez vous prononcer pour effectivement choisir l'équipe d'hommes et de femmes qui vont gouverner cette collectivité territoriale de Guyane. C'est un moment important pour nous au niveau institutionnel, mais c'est un moment important aussi pour vous, parce que ça va vous permettre de bien choisir qui vous souhaitez dans la gouvernance de cette CTG et dans quel projet de société vous voulez aller. Nous souhaitons cultiver notre territoire. Cultiver la Guyane, c'est cultiver sa terre, pour que les fruits qu'elle va donner nous permettent d'éduquer nos enfants, les fruits de l'amour, parce que c'est ça qui est important. Cultiver notre esprit, c'est pouvoir, par la connaissance, grandir. Cultiver notre corps, c'est par la culture physique aussi donner un corps sain. Et cultiver nos savoir-faire, c'est permettre que toutes les populations de Guyane puissent avoir droit aux droits culturels. Donc oui, mes chers compatriotes, nous attendons votre vote le 6 décembre pour que nous puissions ensemble cultiver la Guyane, cultiver notre beau pays, la Guyane. Je vous remercie. 1 minute pile. L'UNETA fait aussi bien. Merci. Merci. Bien, chers électeurs et électrices guyanais, chers compatriotes, cette élection est importante. Il s'agit de fermer la porte au renoncement de nous-mêmes, de nos potentiels, de nos capacités. Il s'agit surtout de faire la démonstration que nous sommes capables, sur un territoire plein de potentiel, plein de possibilités, d'assumer, de nous assumer nous-mêmes, mais aussi d'assumer la future génération, celle qui arrive, qui trépigne d'impatience de pouvoir conquérir le monde, et elle en a les possibilités, elle en a les capacités. Il faudra l'accompagner, lui donner de la formation, lui donner de l'emploi, et puis porter un œil attendri, un regard attendri sur nos aînés, là aussi qu'il faudra accompagner dans le passage à autre chose. Nous sommes prêts, nous, cette génération, à Walwari, Guyane Écologie, APC, à confirmer, à aller plus loin dans ce qu'est la Guyane, dans ce que vous êtes pour nos ambitions, pour vous. Merci, le 6 décembre, votez et faites voter pour la liste Guyane de toutes nos forces, parce que nous comptons vote. Merci Alain Tcheliang, c'est à vous. Eh bien, juste dire à la population guyanaise que mes colistiers et moi-même, je l'invite le samedi, donc avant le premier tour, le samedi 5 à 19h, au grand meeting que nous organisons sur la place des Palmistes. Et puis dire à celles et ceux qui ne pourront pas y être de ne pas oublier d'aller voter le dimanche 6 et bien sûr de voter pour la liste que je conduis, à savoir la liste pour une Guyane audacieuse. Rodolphe Alexandre. Électrices, électeurs, chers compatriotes, Guyane Rassemblement vous invite dès le premier tour à vous mobiliser pour que nous puissions mettre en place véritablement cette collectivité, cette gouvernance que nous avons choisie. Pour que vous soyez les acteurs majeurs de cette page d'histoire, pour que vous soyez les développeurs de la Guyane et que nous puissions bâtir la Guyane à travers nos composantes culturelles, plurielles, identitaires, pour que dignité, responsabilité puissent donner enfin à la Guyane cette valeur ajoutée dans le cadre de son dimensionnement amazonien européen. Mesdames, Messieurs, merci à tous d'avoir participé à ce débat et d'avoir surtout répondu à toutes les invitations nombreuses que nous avons faites. Nadine, on se retrouve dimanche ? Oui, dimanche 6 décembre, jour d'élection, n'est-ce pas ? Nous serons présents toute la journée pour vous donner les taux de participation tout au long de la journée. Et puis bien sûr, nous vous rappelons nos 3 grandes soirées électorales en radio, en télé et sur Internet à partir de 19h pour vivre ensemble ce moment qu'est cette élection pour la CTG. Jusqu'au bout de la nuit électorale. Très très bonne soirée à tous et rendez-vous très vite sur notre antenne. Dimanche 19h. Bonsoir. Merci. Blanc.
Viens, t'en garde